je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. Et c'est bientôt Noël. Et qui dit Noël dit romance de Noël, romance d'hiver. Et en tant qu'éditrice, j'ai lancé une anti-sèche. Tes personnages s'embrassent sous le gui. Et dans cette anti-sèche, il y a une liste de 138 tropes. Il y a 40 idées de romances de Noël. Il y a une vingtaine de recommandations de lecture. Il y a même une playlist Noël et j'ai même créé un sticker pour l'occasion. Donc dans cette anti-sèche, il y a tous les ingrédients pour écrire votre prochaine romance de Noël. C'est disponible sur mon site www.joannev.com/romance Noël. Je laisserai le lien en description. Et parce que je parle de tropes, j'en ai trouvé 138 et je crois que j'en ai loupé quelques-uns. J'ai donné pas mal d'idées pour raconter de nouvelles histoires, peut-être parfois avec des twists. Et je veux donc parler de mes propres histoires et des tropes que j'aime et que j'ai utilisées. Donc, dans Croire au miracle de Noël, c'est une novella. C'est une affaire de grincheuse contre optimiste. Holly est une londonienne qui vit à Paris depuis 2 ans. C'était sa parenthèse enchantée et maintenant, avec la fin de l'année, ce sont des dettes qui se sont accumulées, c'est des lettres d'huissier, c'est très compliqué pour elle cette fin d'année. Et elle ne peut pas rentrer en Angleterre pour passer Noël avec ses sœurs, avec sa mère. Et elle n'a pas le courage de leur dire ce qui se passe réellement. Donc, elle garde ça pour elle. Et donc, elle n'est pas forcément grincheuse le reste du temps. C'est juste que les circonstances font qu'elle est légèrement grincheuse, qu'elle est légèrement pessimiste à propos de la situation. Et en face, il y a Tim. Et Tim, c'est le frère du voisin de l'étage en dessous. Donc, il est là pendant une durée déterminée, pendant qu'il fait les travaux dans son propre appartement. Et il est totalement à l'opposé, mais de façon permanente, c'est qu'il est extrêmement optimiste. Il a toujours une citation, toujours un bon conseil, toujours une maxime, toujours « oui, il faut se relever, oui, il faut devenir la meilleure version de soi-même ». Ce genre de truc, pour Holly, Tim est un livre de développement personnel sur pattes et c'est extrêmement insupportable parce que elle n'a pas besoin de ce genre de conseils. Elle a besoin qu'on lui donne de l'argent pour payer ses dettes. Si elle pouvait gagner genre 1 million d'euros, elle serait contente, elle se remettrait, elle dépasserait le stade de grincheuse. Elle ne serait pas aussi optimiste que Tim, mais elle dépasserait ce stade-là. Donc, elle ne veut pas écouter ses conseils. Elle fait de son mieux, elle travaille, elle est prof d'anglais. Donc, elle va essayer de trouver une solution, elle va essayer de gérer. Mais toutes ces maximes, ces philosophies, ces citations, etc., ce n'est pas ça qui va aider dans sa situation. Donc, elle trouve Tim extrêmement insupportable et lui, il ne se rend compte de rien. Mais ce n'est pas une histoire de enemies to lovers parce que au-delà de ça, ils sont bien sympas. Quand il n'est pas là, elle sent quand même un peu son absence. Donc c'est vraiment juste une question d'opposer, vraiment d'opposer, où elle n'est pas motivée par les mêmes choses que motive Tim. Donc c'est une affaire de grincheuse contre optimiste, une affaire de voisinage. Surtout que Tim est toujours en train de guetter quand Holly monte les escaliers. Comme il est à l'étage en dessous, il veut toujours savoir du genre si elle est arrivée, du genre comment s'est passée sa journée. Du genre, il est vraiment très chou, mais il exagère
un chouïa, juste un chouïa, et elle va essayer de lui remettre les idées dans l'ordre aussi. Donc ça va dans les deux sens cette affaire-là. Donc grincheuse contre optimiste, voisinage, un léger malentendu, et enfin une identité légèrement secrète. Tim n'a pas une identité secrète, c'est juste que Rowling n'est pas au courant des affaires, elle ne se tient pas au courant des affaires, parce que tout le monde sait qui il est, sauf elle. Ah, fallait se tenir au courant, cousine. Donc, mais le trait principal, c'est grincheuse contre optimiste. Et un autre grincheux, c'est donc Cœur fondant. Et Cœur fondant, c'est une histoire, ça se passe dans les Alpes, à Bourg-Saint-Maurice. Et Béatrice, elle a 37 ans, elle tient un chalet, elle loue des chambres, elle vient de traverser un divorce catastrophique. Elle a 3 enfants, dont un adolescent et une bébé, donc les deux extrêmes. Et elle n'a le temps de rien à peu près. Elle veut s'occuper de ses enfants, elle veut s'occuper de son chalet. Elle essaie de se motiver en décorant le chalet avec toutes les décorations de Noël possibles. Les gens, c'est devenu vraiment le chalet de la mère Noël. Et en face, il y a le grincheux qui est Stéphane, 40 ans, parisien, commercial. Il est divorcé lui aussi et il a 2 fils. Et il arrive de Courchevel et il veut s'arrêter, c'est la nuit, il veut s'arrêter en cours de route et il décide de se poser dans le chalet de Béatrice, qu'il trouve extrêmement kitsch. Il trouve la décoration du chalet extrêmement kitsch. Il trouve le pull que Béatrice porte extrêmement moche. Mais en rentrant à Paris, après cette nuit dans ce chalet, en rentrant à Paris, en se rendant compte que ses fils vont passer Noël à Londres avec leur mère et leur beau-père, il dit qu'il n'a pas envie d'être seul pour Noël, donc il loue une chambre chez Béatrice pour revenir, parce que tant qu'à être dans l'ambiance, il ne veut pas être seul, et tant qu'à être dans l'ambiance, autant retrouver la mère Noël. Donc, il décide, contre toute attente, de louer une chambre dans le chalet de la mère Noël qu'il a toujours trouvé kitsch. Les gens, quand ils sont dans la détresse émotionnelle, ils font n'importe quoi parfois quand même. Et donc, c'est vraiment l'esprit de Ebenezer Scrooge dans Un chant de Noël de Charles Dickens, parce que la particularité de Cœur fondant, c'est que c'est une romance qui dure sur 2 ans. C'est une romance de Noël qui dure sur 2 ans et qui dure 3 Noëls. Et comme les 3 esprits de Noël de Dickens. Et donc, il passe le premier Noël au chalet et il se rend compte que c'est tellement chaleureux chez Béatrice. Les gens, on y mange bien, c'est chaleureux, c'est reposant, c'est en plus il y a la montagne, il travaille dans les sports d'hiver, donc c'est vraiment son lieu, c'est vraiment son domaine, donc il sent le besoin de rester sur place. Et donc il reviendra pour les vacances d'hiver, il reviendra pour le Noël suivant avec ses enfants, il reviendra le Noël d'après. Donc je ne pouvais pas, normalement la romance de Noël a une chronologie très serrée, ça commence toujours dans les jours ou les semaines qui précèdent Noël, ça se termine le jour de Noël, soit le premier jour de l'an. Et ce n'était pas possible dans cette histoire-là, parce qu'on est en train de parler de 2 adultes qui sont cabossés par la vie, et il y a 5 enfants dans le lot. Donc on ne va pas recomposer une famille de 7 en 12 ou 24 jours. C'est juste impossible, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas crédible, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. Il faut du temps pour que les adultes tombent amoureux, surtout avec une telle grinchitude de la part de Stéphane. Il faut du temps pour qu'ils se rapprochent, il faut du temps pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils deviennent amis avant de devenir quoi que ce soit d'autre. Et il faut du temps pour gérer les enfants, surtout que l'ado de Béatrice et Stéphane ça ne s'est pas très bien passé cette affaire.
Non, donc on ne peut pas juste improviser. Donc Cœur fondant est une romance de Noël qui se déroule sur 3 Noëls, donc sur une durée de 2 ans. Ça commence avec Noël, ça termine avec Noël. Et donc au-delà du Grincheux contre l'optimiste, il y a la proximité forcée parce que Stéphane est un client du chalet de Béatrice. Il y a la famille instantanée parce que c'est la famille recomposée, c'est la famille qu'il commence à créer presque par accident en fait. Genre, Béatrice et Stéphane commencent une aventure sans jamais dire à leurs enfants et leurs enfants commencent à se rapprocher de Stéphane sans savoir qu'il y a une histoire possible entre les deux. Donc c'est une famille qui se construit sur les 2 bases. Et voilà, et ce sont des personnages qui sont matures, contrairement à croire au miracle de Noël où ils ont la vingtaine, max 30 ans. Cœur fondant, ils approchent la quarantaine, ils ont la quarantaine. Donc c'est doudou aussi, il y a énormément de cupcakes, du genre le titre de travail de Cœur fondant c'était Cupcake au Cœur fondant. Donc on mange énormément. Les genres Béatrice est tout le temps en cuisine, on mange des cupcakes, on boit du chocolat chaud à l'italienne, et le chocolat à l'italienne c'est quasiment un gâteau, c'est quasiment une crème. On mange bien, on est toujours au chaud, il y a une cheminée, on dort sous le sapin, donc c'est vraiment une ambiance magique, fantastique. Et si je n'aimais pas tant passer Noël seul, je vivrai au moins une fois ce type de Noël-là. Au moins une fois. Donc, Cœur fondant, qui est disponible en numérique et en audiobook aux éditions Saga Edmond. Et Croire au miracle de Noël est disponible en papier, en numérique, abonnement Kindle et Kobo Plus, Nextory. Et enfin, je veux parler de Place Vendôme en hiver, qui n'est pas une romance de Noël, c'est une romance de saison, mais ça commence avec un gala de Noël et ça se termine le dernier jour d'hiver. Et c'est pour ça que je glisse toujours Place Vendôme en hiver avec mes histoires de Noël, parce qu'il y a un chouïa de Noël, il y a un coup de foudre, il y a un château, voire des châteaux, il y a un héritier, il y a une mini-princesse, il y a genre c'est magique tout pareil, c'est magique tout pareil, c'est féerique tout pareil, et il y a des opposés. Les opposés sont un de mes tropes préférés. Ce n'est pas un cracheux contre un optimiste, mais c'est un extroverti contre un introverti. Extroverti. Les gens, mon français s'est fait la malle, je suis fatiguée, c'est la fin de l'année. Donc, c'est l'histoire de Zacharie et de Victor. Victor vient d'une famille modeste, il est architecte rénovateur et il commence à se faire un nom parmi les grandes familles parisiennes. Et il est invité pour la première fois à un gala de Noël chez les Égailles. Et les Égailles, c'est une grande, richissime famille de mécènes et ils sont à la tête de Marais Vendôme, qui est une marque de luxe qui est cotée en bourse, c'est le leader du luxe mondial. Donc quand il débarque en smoking Place Vendôme pour ce gala de Noël, il se sent comme un poisson hors de l'eau. C'est vraiment au-delà de tout ce qu'il a toujours vécu, de son confort, il est tellement mal à l'aise. Et puis, il croise le regard du plus bel homme de France, qui est Zacharie Desgailles, et l'héritier de Marais Vendôme. Il est extrêmement charismatique, il est extrêmement beau, et il est extrêmement honnête. Zacharie ne ment pas, il n'a jamais su mentir et il dit qu'il dit toujours la vérité de mille et une façons. Donc son silence est une vérité, ce qu'il dit est une vérité, les expressions de son visage c'est une vérité, il ne ment jamais.
Et quand ils se rencontrent, quand leurs regards se croisent dans cet hôtel particulier parmi tous ces convives, c'est le coup de foudre. Mais il y a un hic, c'est que Victor, qui est en instance de divorce, il est père d'une fillette de 5 ans, il n'est pas ouvertement, ça, il n'est pas ouvertement bi, genre même ses proches, même sa future ex-femme n'est pas au courant qu'il est bi, donc il ne sait pas comment se comporter face à Zacharie, il ne sait pas comment répondre à la séduction très... Zacharie est très suave, et genre il est dans la discrétion, il fait comprendre. Du genre, il n'est pas rentre dedans. Du genre, il est tout dans l'élégance, mais il fait comprendre qu'il est intéressé. Mais comme Victor n'a jamais dit ouvertement qu'il était bi, du genre, Zacharie se dit que ouais, non, je vais pas... C'est pas réciproque, donc je vais me retirer. Et c'est là que Victor est en train de se dire, ouais, il faut que je fasse un effort parce que sinon je risque de passer à côté de quelque chose. Et donc c'est une histoire opposée de classe sociale. Zacharie vient d'une famille noble, vient d'une famille extrêmement riche. Il est héritier, on le surnomme le prince héritier. Il va hériter d'une des plus grandes marques au monde. Donc son avenir est tout tracé. Ça ne veut pas dire qu'il est super content avec cet avenir tout tracé. Ça ne veut pas dire que tout va bien dans son côté à lui, mais il fait de son mieux. Et c'est quelqu'un, mais au fait, le truc c'est qu'il dit toujours, comme il dit toujours la vérité, il ne s'est jamais caché. Et ça a été un choc pour sa famille. Donc une partie de sa famille n'accepte pas qu'il est vraiment. En plus, il a été hérité, et en plus, comme il est l'héritier, ouais, on aurait pu choisir un autre. Et sa mère a eu beaucoup de mal à l'accepter, à accepter son homosexualité. Et du coup, Zacharie, qui déteste perdre, il est perfectionniste. Pour Zacharie, puisqu'il ne peut pas être le fils tant désiré de sa mère, il va essayer d'être l'héritier digne de son père. Donc même s'il n'est pas épanoui dans son rôle d'héritier, dans le rôle qu'il doit avoir au sein de l'entreprise familiale, qui n'est pas juste une entreprise familiale, il va faire en sorte d'être le meilleur dans ce qu'il est en train de faire. Il va se sacrifier pour être digne de quelque chose. Et donc, il y a ces deux côtés et il ne peut pas tout gérer. Et donc, il aimerait avoir une histoire avec Victor. Mais en fait, s'il s'est trompé à propos de Victor, il va reculer, il va disparaître, il va le laisser tranquille, quoi. Et c'est là que le Victor va dire, wesh, non, écoute, avant que ce soit trop tard, on va faire quelque chose. Donc c'est une histoire de opposé de classe sociale, opposé de personnalité, parce que Zacharie est très ouvert, il est très social, il est extroverti, alors que Victor, il est solitaire. Ouais, Zacharie est toujours entouré, ses meilleurs amis sont ses cousins, du genre il n'est jamais seul, jamais réellement seul, alors que Victor est solitaire. Il y a toutes les sphères de sa vie ne se mélangent pas. Il vit une vie très compartimentée. C'est très particulier la façon que Victor a de vivre sa vie. Et ça va être un choc de culture, un choc de personnalité, un choc de mode de vie, un choc de tout. Et en plus, Zacharie, qui ne veut pas du tout avoir d'enfant, il va tomber amoureux de Sarah, la petite princesse de Victor. Donc, c'est une affaire d'opposé, c'est une affaire de coup de foudre. C'est une de mes histoires préférées. Et Zacharie, j'aime beaucoup Victor, mais Zacharie, je l'aurais épousé s'il n'était pas gay. Parce que, je n'ai pas ce qu'il faut pour lui. Mais dans mon top 3
de mes protagonistes masculins préférés, Zachary est numéro 2. Numéro 2, c'est justement parce qu'on n'est pas compatibles, mais j'adore Zachary, j'adore sa franchise, j'adore son honnêteté, j'adore la façon dont il voit la vie, et il est tellement touchant, tellement adorable. En plus, il est le plus bel homme de France. Donc, Place Vendôme dans mon hiver, c'est pas une romance de Noël, c'est une romance de saison, mais ça commence à Noël, donc faites semblant. Donc, Place Vendôme dans mon hiver. Croire au miracle de Noël et, parce que bien sûr, le temps que je cause, cœur fondant. Donc, je suis Joanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romance. Toutes mes histoires de Noël sont sur mon site www.joannev.com et pour l'anti-sèche des personnages sans traces sous le gui avec 40 idées de romances de Noël et 138 tropes et une vingtaine de recommandations et une playlist de Noël, c'est sur www.joannev.com/romance Noël. Et voilà. Je ne vais pas vous faire l'affront de chanter. Je ne sais pas chanter. Donc, c'est bientôt Noël. Bonne lecture et à la prochaine. Ciao!